avec M. Toré, Merci, qui Hayete. vous donnera un aperçu fascinant de l'impact du microbiome dans la cosmétique pour Galbi. Allez, je te laisse. Merci. Merci Léla. Merci. Merci à vous tous. Merci à cette magnifique audience si nombreuse et si intéressée. Musique folklorique suisse, pour introduire le thème. Mon nom est Fortunato Torre, je suis chimiste et je fais partie de la Société suisse des chimistes cosméticiens et de la Fédération internationale des chimistes cosméticiens et des chimistes scientifiques. Je remercie l'audience d'être aussi nombreuse ici aujourd'hui, mais je remercie aussi Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a sponsorisé cet événement et permet qu'il soit aussi beau et ait lieu dans ce magnifique bâtiment qui est vraiment magnifique. Je remercie également Intelligence Cosmetic Group qui m'a invité à parler aujourd'hui d'un thème qui nous intéresse, j'imagine, tous. Je suis résident en Suisse, donc un pays qui se trouve au centre de l'Europe, comme tout le monde le sait, mais qui ne fait pas partie de la communauté européenne. Ceci dit, la distance entre la Suisse et le Maroc est si brève que je me rends compte que, bien que ce soit mon premier voyage ici au Maroc, je me sens déjà dans l'ambiance et je suis très intéressé à le visiter très régulièrement, je dirais. Et je me suis rendu compte que, bien que ce soit 2300 kilomètres environ de distance avec la Suisse, le pays a des similitudes, en tout cas géographiques, avec la Suisse. Ici, ce n'est pas la Suisse, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est un village donc au Maroc, Ifrane, qui est nommé la Petite Suisse. En Maroc aussi, on retrouve une ambiance suisse, le massif de l'Atlas. Et donc, je ne suis pas si dépaysé que ça, malgré mon premier voyage ici au Maroc. J'ai déjà eu la chance de pouvoir déguster une tagine et je me réjouis de déguster un vrai couscous marocain. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire, mais je suis extrêmement intéressé à le faire aussi rapidement que possible. Aujourd'hui, nous allons parler de petites bêtes. Nous allons parler de microbiome, microbiote. Ce sont des petits animaux, donc des petits animaux invisibles, des micro-organismes. Nous allons parler donc d'un thème qui concerne le microbiote, le microbiome dans son ensemble, et le thème va être intégré par trois sujets qui sont le microbiome, le cosmétique et la Suisse. Qu'est-ce qui fait que le thème concerne les trois sujets? Pourquoi je mentionne trois sujets pour un seul thème? Bonne question. En effet, entre les trois sujets, il y a un dénominateur commun. On va le voir au cours de la présentation. Pourquoi? Dénominateur commun entre la Suisse, le micro-organisme, donc le microbiote et les cosmétiques. Peut-être que quelqu'un de vous s'imagine déjà la réponse. Il s'agit d'une application de la technologie du microbiome dans la dermocosmétique. Voilà le lien entre les trois sujets, et ceci avec une technologie suisse. On va découvrir pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant que les trois sujets soient associés, quelle est la raison. On parle de microbiome, on parle de microbiote. En effet, pour rappeler l'origine étymologique du microbiome, du mot microbiome,
On sait aujourd'hui que le mot a été inventé, a été mis au point par un microbiologiste américain, Joshua Lederberg, déjà en 2001. Il a fait beaucoup d'études dans ce domaine et a proposé le mot de microbiome. Joshua Lederberg, microbiologiste américain. Microbiote, de quoi ça vient? Qui a inventé? On ne le sait pas. Microbiote a été, c'est attribué l'origine du mot microbiote à la communauté scientifique dans une manière générale. Allons découvrir leur signification, microbiome, microbiote. C'est très similaire. Micro pour petit, donc invisible, et biote pour organisme vivant. On distingue le mot microbiote du mot microbiome. Pourquoi? Microbiome, dans son sens le plus vaste, vie et la génétique de ces petites bêtes, de ces micro-organismes, et biote spécifiquement à un contexte donné. On va voir un peu plus dans le détail quels sont les contextes différents et on en saura un petit peu plus. Au cours de cette présentation, parfois on va confondre le mot microbiome et le mot microbiote. Ce n'est pas précisé partout, dans tous les thèmes, que dans tous les sujets qu'on va aborder, parfois on va les confondre. On va utiliser l'un après. Ce n'est pas très précis, mais on fait volontairement la confusion. Donc, le microbiome concerne le monde végétal et le monde animal, bien entendu l'espèce humaine et l'espèce animale proprement dite. On ne sait peut-être pas, ce n'est pas évident qu'il concerne également le monde minéral. En effet, il faut faire attention, oui. Oui. J'ai senti l'air qui était autour de moi. On disait que microbiote concerne également le monde minéral. Pourquoi? On retrouve un microfilm, un biofilm, ce qu'on appelle, par exemple, sur certains monuments historiques, au fil du temps, il se dépose dessus. Donc, le biofilm, qui se forme à travers un processus qui est généralement connu, relativement simple, donc des petites bêtes en plusieurs couches, va recouvrir nos monuments historiques et une certaine partie du monde minéral. Parfois, malheureusement, il va recouvrir également des installations industrielles, notamment des installations de fabrication, par exemple de produits cosmétiques, ce qui n'est pas, bien entendu, souhaité. On revient au microbiome. Donc, le microbiome concerne plusieurs parties de notre organisme, de notre corps, concerne bien sûr nos intestins, et comme le disait ma confrère tout à l'heure, c'est le chef d'orchestre au niveau des intestins, mais ça concerne également d'autres parties de notre corps, les muqueuses, les voies respiratoires, et en ce qui nous concerne, la peau. Donc, le microbiote qui recouvre notre peau. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On voit ces petits organismes qui sont ces petits symboles symbolisés par-dessus le schéma de la peau, et ça, on appelle le microbiote, en effet. Donc, le dessin parle de microbiome de manière, comme on a dit, un peu générale. On s'intéresse également aujourd'hui au microbiote de nos muqueuses, donc notre cavité buccale, et au microbiote qui est sur notre cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est que ce microbiote? C'est relativement simple, donc c'est un mélange, comme on disait tout à l'heure, de petits organismes, micro-organismes invisibles à l'œil nu, des bactéries, plusieurs espèces de bactéries, des champignons, des virus, et oui, donc dans le microbiote, on retrouve des virus et on retrouve des mythes, donc des parasites, des organismes qui sont des parasites, qui sont là
de manière un peu inopportune. En ce qui concerne la quantité de ces micro-organismes, de ces petites bêtes, des études multiples prouvent que leur quantité est extrêmement élevée. On parle de 1000 milliards sur un être humain de ma taille environ, 1000 milliards d'individus. Voilà, on ne pourrait pas s'imaginer. Et ils sont très diversifiés. 1000 milliards, dont environ entre 500 et 1000 espèces différentes. Encore aujourd'hui, on étudie dans divers centres de recherche du monde pour trouver, identifier exactement les espèces, mais on a déjà un ordre de grandeur qui est celui qui s'affiche dans la diapositive. Le microbiote est spécifique à chaque individu de manière générale. Chaque individu a un microbiote qui peut être différent d'un autre, même au sein de la même famille. Pourquoi? Parce que un des facteurs qui influence sa composition est le génétique, le code génétique, donc symbolisé par le DNA. L'alimentation influence la qualité, le type de notre microbiote. L'environnement, on vit dans le désert, on vit dans une ville, on vit dans une montagne. Le microbiote s'adapte et sera différent. Le microbiote en bonne santé, ça nous permet d'être agile, d'être dynamique. Donc, on espère, on souhaite que le microbiote soit équilibré pour que nous soyons en bonne santé. Microbiote en bonne santé, organisme en bonne santé. En bonne santé, en ce qui nous concerne, ça veut dire que notre peau sera, elle, en bonne santé, sera parfaitement organisée. Un mot sur la capacité du microbiote, notamment celui des intestins. Il semblerait qu'il est capable de communiquer avec l'organisme et à avoir des influences sur notre système immunitaire. Donc le sujet est extrêmement intéressant. Je ne connais pas les détails de la relation entre le microbiote des intestins et le cerveau, pas dans le détail, mais je le mentionne parce que donc peut-être que même au niveau du microbiote cutané, et on va découvrir dans quelques temps qu'il y aura des influences, en tout cas une communication avec notre cerveau comme le fait déjà le microbiote qui est dans nos intestins. Malheureusement, le microbiote est parfois perturbé. Son état n'est pas celui qu'on espère, n'est pas celui qu'on se dit qu'on voudrait comme il le soit. Et on parle de dysbiosis, donc de perturbation du microbiote. Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être perturbé? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, l'utilisation de produits dont le pH n'est pas dans une certaine plage, dont le pH est à des valeurs extrêmes, plus que 10 ou inférieur à 3,5, donc acide ou très alcalin. La prise de médicaments, on l'a dit tout à l'heure, donc ma confrère tout à l'heure l'a mentionné, les médicaments peuvent influencer la qualité du microbiote des intestins. Les produits toxiques avec lesquels on peut être en contact pour une raison ou une autre, soit parce qu'ils sont contenus dans un produit de nettoyage ou dans un produit avec lequel nous serons en contact, et parfois des impuretés. Nous utilisons parfois des produits qu'on croit être bien, qu'on croit être vraiment de bonne qualité, mais s'ils contiennent des impuretés, on peut courir le risque que notre microbiote soit perturbé si les impuretés sont en proportion très élevée. Bien sûr, et ça c'est également les antiseptiques, l'utilisation d'antiseptiques à quantité élevée, que ce soit interne ou que ce soit sur la peau, peut modifier notre microbiote et altérer son équilibre. Vous vous en doutez certainement, la pollution peut avoir également une influence. Les rayons UV,
l'exposition très élevée, très importante aux rayons ultraviolets peut modifier notre microbiote cutané notamment. Quelles sont les conséquences si le microbiote est perturbé? Elles ne sont pas très bien. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Au niveau du microbiote cutané, nous pouvons avoir des phénomènes de mélasma, donc de hyperpigmentation qui est perturbée, qui est très élevée, donc hyperpigmentation, le mot le dit. Des phénomènes d'acné accentués, microbiote qui n'a pas un ordre, phénomène d'acné accentué. On peut également souffrir des tas de pathologies de psoriasis. Donc, le psoriasis, si le microbiote n'est pas bien équilibré, le phénomène de psoriasis peut être très accentué. Toutes sortes d'imperfections peuvent survenir dans le cas d'un microbiote non équilibré. Donc, nous avons intérêt à équilibrer notre microbiote, faire en sorte que s'il est perturbé, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rétablir? Bonne question. Si quelqu'un tout à l'heure voudrait donner ses recommandations, je veux bien les écouter. De mon côté, qu'est-ce que je peux dire? Qu'une réponse est d'utiliser des produits adaptés, des produits dont le pH est adapté, dont les ingrédients sont adaptés, la formule est adaptée, des produits dermocosmétiques qui sont respectueux de ce microbiote. Pourquoi j'ai mentionné ce produit? Parce que ce produit, Galbi, est conçu et fabriqué pour respecter le microbiote cutané. On revient à la diapositive de tout à l'heure qui faisait le lien entre les trois sujets, la Suisse, la dermocosmétique et le microbiote. Et je me permets, si vous êtes d'accord, si ce n'est pas trop long, de faire une petite parenthèse sur le cadre suisse, le contexte suisse, pour expliquer pourquoi j'ai associé le microbiote, la dermocosmétique et la Suisse. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je voudrais faire une petite parenthèse sur le pays lui-même, la Suisse. Suisse a été élu récemment, en 2023, par un magazine américain, The Best Country in the World, donc le meilleur pays dans le monde. On peut l'interpréter à sa propre manière. Je ne pense pas qu'ils veulent dire que c'est meilleur qu'un autre dans le sens des conditions de vie. Ils ont leurs critères. Ceci dit, je ne fais que mentionner ce qu'a dit ce magazine américain. En Suisse, comme au Maroc, on aime bien les bonnes choses, on aime bien les bons repas. Et là, je vous ai présenté deux spécialités suisses, la fondue de fromage et la raclette, donc du fromage toujours. En Suisse, également folklore, donc des beaux vêtements folkloriques. Et en Suisse, on aime bien faire la fête également, comme au Maroc. On essaie, moins qu'au Maroc, mais on essaie de le faire aussi. La Suisse, paysage pittoresque très bien entretenu, donc la nature est extrêmement bien préservée. Ici, c'est le lac Montreux, pas loin de chez nous. Et à ne pas oublier, enfin, je voudrais mentionner qu'en Suisse, dans toutes les fontaines publiques, on peut boire l'eau, elle est potable. Toutes les fontaines publiques en Suisse, l'eau est potable. Donc on respecte beaucoup la nature. Tout le monde le sait, la Suisse est très connue pour son système bancaire extrêmement sûr. On ne fait pas de grève en Suisse, très peu de grèves, ou extrêmement rarement. Donc un pays qui est calme, un pays calme. C'est pourquoi donc beaucoup d'organisations internationales c'est une des raisons pour beaucoup d'organisations internationales, la Croix-Rouge ont élu leur siège social en Suisse, l'ONU et d'autres encore. Ici, je mentionne un robot. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on fait beaucoup de recherches sur la robotique et sur l'automatisation. Il y a des sociétés extrêmement avancées et aussi des universités où on étudie ces disciplines.
Suisse, siège du CERN, donc le Centre nucléaire de recherche européenne, et beaucoup de centres de formation de haut niveau, ici l'École polytechnique de Lausanne. Il y a un certain nombre de laboratoires de recherche dans les domaines technologiques les plus avancés. Et l'ingénierie, ici, le pôle Scherrer, on étudie d'ingénierie et d'autres domaines scientifiques très avancés. Suisse connue pour les montres de qualité, les médicaments. Une grande partie des médicaments qui sont vendus dans le monde sont fabriqués, conçus déjà et fabriqués en Suisse. Quelques noms de sociétés qui ont leur siège, sociétés pharmaceutiques qui ont leur siège en Suisse. La Suisse est également connue pour les cliniques notamment de chirurgie esthétique. Ici, ça en est une. Ici, elle est un peu plus célèbre, celle-là. Et on a eu des contributions de savants divers. Donc, en Suisse, tout le monde connaît Einstein, un peu moins Paul Nihans, qui a étudié la cellulothérapie, notamment appliquée aux produits cosmétiques. Voilà, alors le contexte suisse. Pourquoi le contexte suisse? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le microbiote? La raison pour laquelle je me suis permis d'afficher le contexte suisse est que dans un contexte de ce type, pas de grève, tout se passe bien, c'est calme, on pourrait avoir des idées qui peuvent être appliquées à la science cosmétologique, notamment aux dermocosmétiques, et donc permettre de faire des produits qui correspondent aux besoins de la population concernant le respect de notre microbiote. Ici, c'est le symbole du ministère de la Santé publique suisse, donc Federal Office of Public Health, c'est mentionné en anglais. Et pourquoi je le mentionne? Parce que le ministère, donc, bien entendu, a mis au point une réglementation spécialement pour les cosmétiques. Cette réglementation a été mise au point pour sauvegarder les intérêts du consommateur et pour garantir également la qualité suisse. On parle de la qualité suisse. Et pourquoi la qualité suisse? Donc, l'État suisse met au point des lois pour faire en sorte que la qualité suisse soit vraiment une bonne qualité. Donc, elle a fait une loi cosmétique qui s'appelle Ordonnance du département fédéral. Et cette loi nous dit comment nous devons faire les cosmétiques, à travers également des éléments accessoires pour permettre de faire des produits sûrs, pour faire des produits qui sont inoffensifs déjà, qui ne perturbent pas notamment le microbiote et qui sont également efficaces, qui donnent des résultats une fois appliqués sur la peau. Pourquoi la loi suisse permet de faire des produits efficaces? Je mentionne quelques éléments. Les exigences de la réglementation suisse au niveau des cosmétiques est un petit peu plus différente ou parfois plus élevée que d'autres réglementations au monde. On va voir un ou deux exemples seulement. Par exemple, l'acide kojique en Suisse n'est pas permis, partout ailleurs est permis. Les acides de fruits, donc les alpha-hydroxyacides, en Suisse sont autorisés jusqu'à un certain pourcentage. En Europe, par exemple, ils sont permis à toute concentration. Également, les autorités suisses ont l'habitude de faire des inspections dans les sociétés de fabrication suisses. Ils viennent nous inspecter à l'improviste pour voir les conditions dans lesquelles nous œuvrons, les conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués. Et voilà, la société GGCOS qui s'est établie en Suisse tient compte de toutes ces recommandations, de ces exigences et a mis au point une technologie qui permet de tenir compte du respect du microbiome pour l'élaboration de produits cosmétiques.
Et ce thème a été défini microbiome tech. Ça veut dire quoi? En soi, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que nous tenons compte du respect du microbiote dans l'élaboration des produits que nous faisons chaque jour. Donc, microbiote équilibré, c'est le but, c'est toujours dans nos esprits, chaque jour, lorsqu'on fait un nouveau produit ou on le fabrique. Et comment est-ce qu'on y arrive? Et ça, c'est la question. Bien sûr, on tient compte de la réglementation. On fait des produits qui sont conformes à la réglementation suisse dans leur composition, mais pas seulement, également à la réglementation européenne, à la réglementation américaine, par exemple, et bien entendu, en l'occurrence, à la réglementation du Maroc. Comment est-ce qu'on y arrive? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons faire des produits qui sont respectueux du microbiote? Le choix des ingrédients, leur pureté. L'eau. L'eau est un élément qui est extrêmement important dans la composition d'un produit cosmétique. La quantité d'eau est assez importante. Nous utilisons une eau extrêmement pure. Les conservateurs. Les conservateurs, normalement contenus dans un produit cosmétique, sont là pour que le produit soit de bonne qualité, se conserve pendant un certain temps et on peut en utiliser plus ou moins, on peut utiliser des qualités plus ou moins nocives pour le microbiote. Dans les produits Galbi, que nous avons mis au point, nous utilisons une quantité de conservateurs extrêmement faible, juste ce qu'il faut. Et comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que le produit va se détériorer après quelques temps? Non, parce que les produits fabriqués dans des conditions d'hygiène extrêmement bonnes. Ils sont conditionnés avec un équipement de haute performance, mélangés avec des équipements également de haute performance, et ils sont analysés, régulièrement analysés. Ceci est le laboratoire de développement dans lequel les produits sont conçus. Et donc, c'est au niveau du développement déjà que le microbiote est pris en considération. Et on considère, pour que ce soit le cas, des informations provenant du monde scientifique, bien entendu, de la recherche de base et tout ce qui peut nous aider à élaborer des produits de haute qualité. Ça veut dire que pour les produits que nous élaborons, nous tenons compte de connaissances dans plusieurs domaines, la chimie, la biologie, la physique. Les produits doivent rester stables pendant un certain temps. La microbiologie, ils ne doivent pas se détériorer, ils ne doivent pas être contaminés, sinon on a l'effet opposé. Une fois appliqués, ils vont perturber encore plus le microbiote. Et bien sûr, la toxicologie. Nous tenons compte de la toxicologie de chaque ingrédient pour que son profil soit adapté et ne fasse pas de problème au niveau n'ait pas une interaction négative sur notre peau. D'autres éléments dont nous tenons compte, c'est donc le profil toxicologique dans son ensemble, ce qui nous permet, avant de mettre un produit sur le marché, de savoir quel est son score, sa toxicité ou son côté inoffensif. Donc la sécurité est l'une de nos principales préoccupations et l'efficacité également. L'efficacité, comment est-ce qu'on l'obtient? Avec l'utilisation de principes actifs, notamment véhiculés dans un excipient qui est adapté, mais leur capacité d'être actifs au moment où ils sont utilisés. 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans après qu'ils ont été mis sur le marché. Il faut donc tenir compte de l'interaction qu'il peut y avoir avec l'excipient pour qu'il soit actif jusqu'à ce moment-là. Ici, j'ai mentionné l'acide hyaluronique, mais donc on a des substances qui sont plus ou moins stables, donc notamment les vitamines, pour que le produit soit efficace jusqu'au moment où il est utilisé. Nous tenons compte de la capacité du véhicule à les garder stables jusqu'au moment de l'utilisation. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, les ingrédients actifs peuvent être de nature biotechnologique, peuvent être de synthèse, peuvent être naturels. Les
produits sont stables, sont efficaces, et comme on le sait, à un certain moment, il s'agit de faire des tests cliniques, des tests qui prouvent que le produit est toujours efficace. Et ce sont des opérations que nous faisons régulièrement. Et après, il faut vérifier le résultat une fois à l'application. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop. Je pense que le temps court vite. Et pourquoi je mets cette diapositive, cette image? Pour dire que les produits que nous élaborons sont conçus pour éviter ce type de problème. Nous tenons à cœur cette propriété et nous faisons en sorte qu'on n'ait jamais ce type de problème. Avant qu'il soit mis sur le marché, nous vérifions pour que ce ne soit pas le cas. Je me permets encore de prendre quelques minutes pour mentionner quelques tendances de la branche actuelle. Dans les prochaines années, je pense que d'autres marques vont également s'intéresser à ce sujet. Donc, le microbiome est au centre de l'intérêt des personnes, donc des sociétés qui élaborent des produits dermocosmétiques. L'efficacité, toujours en première préoccupation. Et ce qui est un peu nouveau, le social commerce, c'est-à-dire l'influenceur qui, avec ses actions sur avec les divers moyens médias, dans les divers réseaux sociaux, influencera l'utilisation d'un produit ou d'un autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.